le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour présenter cette page internationale. À Jacques Mel pour le grand journal. L'équipe championne, Joël François, Smith Jean-Julien, Roubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacques Mel. Le président russe Vladimir Poutine participe ce 26 mai à la session plénière du Forum économique eurasiatique par visioconférence. Le forum porte sur les nouvelles possibilités d'investissement et d'intégration économique du monde eurasiatique. Écoutons les propos du président russe Vladimir Poutine. Sans peuple large, avant tout, permettez-moi de remercier le président Jafarov pour son équipe, pour l'organisation de l'événement d'aujourd'hui. Je vois dans la salle un grand nombre de représentants de business, des organes de pouvoir. Je suis sûr que les médias sont aussi intéressés par notre réunion d'aujourd'hui. En répondant directement à votre question, je tiens à dire que le développement de l'intégration eurasiatique n'est pas lié avec le contexte actuel. Pas du tout. Nous avons créé cette organisation il y a plusieurs années. Nous l'avons créée à l'initiative du premier président de Kazakhstan, je dois le dire. Et moi, je me souviens très bien de notre conversation de l'époque à ce sujet. Il a dit, il faut choisir qu'est-ce qui est plus important pour vous, être plus actif et travailler plus en profondeur avec vos voisins proches, avec vos partenaires naturels, ou vous croyez prioritaire l'intégration à l'Organisation mondiale du commerce. Et c'était le temps de prendre les décisions à l'époque. Et nous, sans exclure notre intérêt à intégrer à l'Organisation mondiale du commerce et à construire des relations avec nos partenaires occidentaux, comme on venait de dire, nous avons cru avoir comme priorité la construction des relations avec nos voisins, avec nos partenaires naturels qui ont fait part avec nous de l'économie de l'Union soviétique à l'époque. C'est là que nous avons commencé à créer nos relations dans le cadre de partenaires. C'était les propos du président russe Vladimir Poutine aux États-Unis. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a tenu un discours très attendu sur la politique américaine envers la Chine. La correspondante de France 24, Sonia Dridri, pour un décryptage de ce discours. Les Américains mettent les points sur les i avec un autre rival, la Chine. Anthony Blinken est en train de prononcer un discours de clarification pour le chef de la diplomatie américaine. La Chine reste une menace pour l'ordre international. Extrait. Même si la guerre du président Poutine se poursuit, nous resterons concentrés sur le défi à long terme le plus sérieux pour l'ordre international, à savoir celui posé par la République populaire de Chine. La Chine est le seul pays qui à la fois a l'intention de remodeler l'ordre international et de plus en plus a la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique pour le faire. Et Sonia Dridri a suivi ce discours d'Anthony Blinken. Bonjour Sonia, ce discours a été très attendu et la Chine reste donc aux yeux des Américains la menace la plus sérieuse. Oui, en effet, c'était un discours très attendu et qui a pour but d'établir clairement la position des États-Unis face à la Chine. Au début de ce discours, le secrétaire d'État américain a notamment déclaré que les fondations de l'ordre international faisaient face à de grands défis. Il a tout d'abord dénoncé l'agression de la Russie en Ukraine et puis il a dit que la Chine était le seul pays qui avait l'intention et les moyens diplomatiques, militaires, économiques, technologiques de
redéfinir l'ordre international, de promouvoir une vision différente. Et c'est en cela notamment que Washington voit Pékin comme une menace. Le secrétaire d'État Anthony Blinken, qui a donc appelé la Chine à respecter les règles, à respecter l'ordre international, la Chine qui, selon les États-Unis, eh bien, ne respecte pas les règles établies, notamment dans ces conflits en mer de Chine méridionale et dans le domaine du commerce. Anthony Blinken qui a dénoncé une Chine qui est de plus en plus répressive au niveau international et de plus en plus agressive en termes de politique internationale. Le président, c'est dans ce contexte qu'il y a quelques jours, le président américain déjà avait prévenu à Tokyo que les États-Unis défendraient militairement Taïwan si Pékin envahissait l'île autonome. Mais Anthony Blinken, dans ce discours, après ces derniers jours, après cette hausse de ton entre Washington et Pékin, eh bien, Anthony Blinken a fait le constat que les États-Unis et la Chine devaient travailler ensemble. Il a dit que la diplomatie était vitale et en cela, on a senti un ton différent. Par exemple, que l'ancien président Donald Trump, il y avait une approche moins frontale dans ce discours. Anthony Blinken qui a notamment déclaré « Nous ne cherchons pas un nouveau conflit, nous ne voulons pas une nouvelle guerre froide ». Et il a dit que les États-Unis allaient, pour contrer la Chine, pour faire face à la montée en puissance de la Chine, investir, être plus compétitifs et puis aussi renforcer les alliances avec les alliés, notamment dans la zone Indo-Pacifique. Merci Sonia Dredi pour ce compte-rendu depuis Washington. Direction la Libye, Fathi Bachagha, le Premier ministre libyen, n'envisage pas de gouverner de Tripoli. Voici un reportage signé Africa News. Après avoir tenté de s'installer à Tripoli la semaine dernière, l'un des premiers ministres libyens rivaux, Fathi Bachagha, a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de gouverner depuis la capitale. Le Premier ministre libyen désigné par la Chambre des représentants a ajouté que son gouvernement travaillerait dans la ville de Sirte, qui longe la côte méditerranéenne. Elle est située à mi-chemin entre l'est et l'ouest du pays. Nous prenons la responsabilité d'être rentrés dans la capitale. J'avais déclaré que je n'entrerais pas avant que les conditions ne soient pleinement favorables à 100%, mais cela ne nous empêche pas de commencer le travail du gouvernement à partir de la ville de Sirte, car toutes les villes libyennes sont considérées comme la capitale dans des mesures extrêmes. Nous attendons maintenant que la session du Parlement approuve le budget et alors nous commencerons immédiatement si Dieu le veut. L'impasse politique de longue date du pays s'est aggravée au cours des 2 derniers mois, entraînant la fermeture des installations pétrolières, y compris le plus grand champ pétrolier de Libye, dans les zones contrôlées par les forces du commandant Khalifa Haftar, basées dans l'est du pays. Je l'ai exprimé dans plus d'une déclaration. Nous ne voulons pas fermer le pétrole. La fermeture du pétrole est quelque chose qui ne fait pas le bonheur des Libyens, mais ce sont les habitants du croissant pétrolier qui ont décidé cela, quand ils ont vu que cet argent est dépensé pour acheter des loyautés et pour soutenir les groupes armés illégaux et les gangs criminels. Le rival de Fathi Bachagha, M. Dbeiba, élu Premier ministre intérimaire dans le cadre du processus mené par les Nations Unies, aurait dû conduire le pays jusqu'aux élections de décembre, mais celles-ci n'ont jamais eu lieu. Il affirme qu'il ne cédera le pouvoir qu'à un gouvernement élu. Guerre en Ukraine, les combats dans l'Est s'intensifient, une intensité maximale. Voici un reportage signé Euronews. Le feu russe a redoublé d'intensité ces dernières 24 heures sur l'est de l'Ukraine. Lysychansk est l'une des 40 villes bombardées par l'artillerie russe dans le Donbass. La police locale a pris le relais des troupes ukrainiennes pour quadriller cette ville et venir en aide à la population. Selon le gouverneur de la région, au moins 150 personnes ont été enterrées dans une fosse commune à Lysychansk. À Severodonetsk, dont les unités russes sont de plus en plus proches, les autorités disent que 90% des habitations ont été endommagées et le président Zelensky reconnaît que l'ennemi est nettement supérieur en équipement et en nombre de soldats. De son côté, le ministère russe de la Défense a confirmé les informations selon lesquelles des batteries de missiles balistiques Iskander ont bien été déployées au Bélarus à la frontière avec l'Ukraine.
Actuellement, au forum de Davos, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a évoqué des discussions avec les Nations Unies et la Turquie sur l'ouverture d'un couloir d'exportation de céréales, aujourd'hui impossible avec le blocus russe sur les ports ukrainiens, comme sur ces images à Odessa. Zoom sur la guerre en Ukraine, diction Radio Courtoisie en France. La question qui a été posée, pourquoi l'Occident ne fait rien pour éviter la guerre avec la Russie et favoriser les initiatives de paix sur le sol européen? Écoutons un extrait de l'émission. Ce n'est pas une guerre entre Russes et Ukrainiens. Il ne faut pas lire cette grille. Il n'y a pas cette grille de lecture. C'est ce que l'Occident voudrait nous faire croire. Ouais. Ce sont des peuples. Les deux sont slaves. Ils parlent la même langue. Pour une bonne partie d'entre eux, ils sont tous les deux orthodoxes. C'est une guerre fratricide. Ils ont une histoire en commun. Ils ont des cousins souvent d'un côté et de l'autre de la frontière. Tout à fait. La réalité est que les États-Unis, et ils ne s'en cachent pas, on a toutes les ressources nécessaires, ils sont faciles à trouver, se servent de l'Ukraine comme une guerre de proxy. Désolé pour cette espèce d'anglicisme qui revient, même si les origines sont certainement européennes de ce mot. Eh bien, c'est une guerre de proxy qui revient, et les Américains se servent de l'Ukraine. Ils ont tenté 2 coups d'État, ils ont loupé le premier de 2004, ils ont réussi celui de 2014, et aujourd'hui ils le disent. Vous avez des sénateurs américains qui disent c'est génial, nous sommes en train d'affaiblir le principal rival militairement sans perdre du sang américain. Et ils le disent, ils financent, ils ont déjà payé plus de 4 milliards de dollars pour instaurer ce qu'ils appellent la démocratie. Donc en langage courant, ça veut dire un coup d'État quand les Américains prononcent ce mot-là. Et aujourd'hui, ils ont déjà donné 14 milliards de dollars. Ils sont en train de parler d'un package militaire de 40 milliards de dollars. C'est un peu moins que le budget annuel militaire français. Pourquoi ? Pour aider les Ukrainiens ? Non, pour affaiblir la Russie. Si les Américains et l'Union européenne étaient tellement intéressés par le salut des Ukrainiens, pourquoi est-ce qu'ils ne les aident pas depuis ces dernières années, depuis l'indépendance en 91 ? Où est l'aide alimentaire ? Où est l'aide pour réformer les écoles ? Où est l'aide pour lutter contre la corruption ? Elle n'existe pas. L'aide est essentiellement militaire. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent une guerre contre la Russie. Et l'Ukraine doit devenir l'Afghanistan de la Russie, pour affaiblir la Russie. C'est l'objectif des Américains. Et malheureusement, les Ukrainiens, qui soient ukrainophones, qui soient russophones, qui soient pro-européens, pro-russes ou qui veulent juste être autonomes, vont tous perdre dans cette guerre qui a été poussée, orchestrée par Washington. Mais Nicolas Mirkovic, je me permets, Clémence, juste pour prolonger la question, finalement, ça accrédite la thèse de votre dernier livre, l'Amérique Empire. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Amérique, avec cette guerre, est en train de mettre un gros coup de bambou sur l'Europe, pas l'Union européenne, mais sur le territoire européen. Ça accrédite votre thèse finalement. Exactement, malheureusement, pareil, je veux pas dire, j'avais raison, mais ces choses-là, j'ai compris la grille de lecture avec la Yougoslavie, c'est ce qui est en train de se dérouler. Nous avons une guerre en Europe avec une puissance nucléaire, une guerre qui peut prendre de l'ampleur incroyable. On a déjà eu 2 guerres mondiales, je le répète, à chaque fois, tout le monde se dit, ça ne peut pas se reproduire aujourd'hui, c'est la fin de l'histoire, comme le disait Fukuyama. Fukuyama s'est trompé. Aujourd'hui, la guerre peut revenir. Est-ce que les Français sont prêts à mourir pour Kramatorsk, pour Mariupol, pour une guerre organisée par les Américains? Est-ce que c'est ça notre objectif? Notre diplomatie, la France notamment, avait un rôle principal à jouer, qui était de trouver la paix entre pays européens. Les Européens doivent retrouver la paix, parce que n'oublions pas que derrière cette guerre, il y a la crise économique qui existait bien avant la guerre. Michel-Édouard Leclerc l'a rappelé, mais qui va être amplifiée. Et qui va payer ça? On risque de payer cette aventure américaine en Ukraine, on va la payer financièrement, ça c'est sûr et certain, parce que l'argent que l'Union européenne donne aux Ukrainiens pour ces armes, ou les armes que nous donnons, ce sont des armes que nous payons, et on risque un jour de verser notre sang. Et ça, ce serait vraiment la plus grande bêtise des Européens, de se relancer dans une 3e guerre mondiale. On ne s'en relèvera pas. Quand on regarde la démographie, quand on regarde les centres de dynamique économique mondiale, elles ne sont plus en Europe. On se rebat une 3e fois, c'est fini de l'Europe. Et aujourd'hui, le problème, c'est que nous avons une puissance qui a plus de 7000 km d'ici, qui est en train de tirer les ficelles, qui est en train de dire aux Européens ce qu'ils doivent penser, qui est en train de lancer surtout une stratégie guerrière. Les Américains ne s'en cachent pas, ils veulent que l'Ukraine soit l'Afghanistan de la Russie, et ça risque d'être aussi notre Afghanistan à nous. Donc c'est ça le problème. Et l'Union européenne, qui normalement est censée protéger les Européens, qui n'a que le mot paix, bien-être, prospérité, défense de la liberté. Fini cette page internationale pour ce aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. La production est signée Edprod, réalisation Télébeltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel.
Pour présenter cette page, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale, les grandes universités du monde. Température sur Boston, il fait beau temps aujourd'hui, 71 degrés Fahrenheit, 22 degrés Celsius. Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir Robans, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi accompagné de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.